Amis internautes de Chrono Actu, merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité du week-end. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Patrice Samuel Aristide Badji. Il est maître de conférences agrégé des facultés de droit. Il est également le directeur du Crédila, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent s'intitule Droit sénégalais des hydrocarbures, pétrole et gaz, d'où d'ailleurs la pertinence de cet entretien, puisque nous allons aborder la question des hydrocarbures au Sénégal. Monsieur Patrice Samuel Aristide Badji, bonjour. Bonjour, Monsieur Fall. Je l'ai évoqué tantôt, il sera question donc dans cet entretien de parler du pétrole et du gaz. Le Sénégal d'ailleurs qui est en passe de devenir producteur de gaz et de pétrole. D'abord, selon vous, quels sont les enjeux posés par ces nouvelles ressources-là dans le pays? Merci Monsieur Fall. Permettez-moi d'abord de remercier le docteur Abdoulaye Fall, avec qui j'entretiens de très bonnes relations, puisqu'il a été mon doctorant. Ensuite, il fait partie d'un de mes docteurs. Le remercier pour cette initiative prise de mettre en place un canal de communication, un organe de presse, et qui permet aussi à d'autres journalistes comme vous de pouvoir évoluer dans le secteur. Ceci étant dit, pour revenir à votre question, en parlant d'enjeux de l'exploitation des hydrocarbures, j'aimerais vous préciser que les enjeux sont nombreux. On peut citer par exemple des enjeux politiques, même si ça n'entrera pas forcément dans notre propos. Et quand je parle d'enjeux politiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même deux acteurs majeurs de la politique sénégalaise qui ont produit des ouvrages dans le domaine des hydrocarbures. Je veux parler de l'ancien ministre Thierno Alassane Sall et je veux parler aussi de M. Ousmane Sonko. Mais comme je l'ai dit, retenez que nous n'allons pas mettre l'accent sur les enjeux politiques. Nous allons mettre l'accent, par exemple, sur les enjeux sociaux. Les enjeux sociaux, vous savez, l'exploitation des hydrocarbures va générer des emplois. Je vais par exemple vous renvoyer à l'exposé des motifs de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Grosso modo, dans cette loi, il est précisé ceci. L'exploitation des hydrocarbures va nécessiter de lourds investissements, va nécessiter la mise en place d'une technologie. Or, le Sénégal n'a pas encore cette technologie. Donc ça veut dire quoi? Ce sont les compagnies pétrolières, ce sont les compagnies gazières étrangères qui ont cette technologie. Donc l'importation de cette technologie constitue un manque à gagner. Un manque à gagner pour la population sénégalaise. Donc il n'y a pas de plus-value. Donc quand je dis enjeux sociaux, ça veut dire quoi? Si on a voté une loi relative au contenu local, c'est pour permettre à la population sénégalaise de pouvoir profiter des fruits de cette manne pétrolière et gazière. Donc, au niveau de la chaîne de la production, il faut que le personnel sénégalais puisse être recruté. Et quand on parle de la chaîne de production, ça veut dire que toutes les opérations pétrolières amont. Et quand on dit les opérations pétrolières et gazières amont, on pense à la phase de prospection, on pense à la phase d'exploration, on pense à la phase d'exploitation. Donc, faire en sorte que les populations sénégalaises puissent être recrutées dans toute la chaîne de la production. D'ailleurs, il faut préciser ceci, c'est que obligation est faite à toutes les personnes qui s'activent dans le secteur des hydrocarbures de recruter
les populations avoisinantes où il y a exploitation d'hydrocarbures. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je parle d'enjeux sociaux. Deuxième élément, quand je parle d'enjeux sociaux, vous savez, il est fait obligation aux compagnies pétrolières et gazières de publier les revenus dus à l'État. Les revenus dus à l'État. Mais il est fait obligation aussi à ces compagnies pétrolières et gazières de publier les dépenses sociales. Donc, quand on dit dépenses sociales, qu'elles ont eu à effectuer. Donc, ça veut dire que quand on dit publier des dépenses sociales qui ont été effectuées, il y a tout un lien qui est établi entre ce qu'on appelle le contenu local et la responsabilité sociale des entreprises. Toujours par rapport aux enjeux sociaux, obligation est faite aux compagnies pétrolières et gazières d'approvisionner le marché local. Vous voyez? Un autre enjeu, au-delà des enjeux politiques, des enjeux sociaux, c'est un enjeu économique. Lorsque je parle d'enjeux économiques, je mets l'accent sur le droit de propriété. Vous savez, il y a eu un changement de paradigme qui a été noté en 2019, notamment avec la loi numéro 2019-03 relative au code pétrolier, donc portant code pétrolier au Sénégal. Vous savez, dans cette loi, donc l'article 5 de cette loi, reprend un principe constitutionnel. Je reviendrai tout à l'heure sur ce principe constitutionnel. Un principe constitutionnel visé à l'article 25-1. Ce principe constitutionnel dit ceci: les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc quand on parle de droit de propriété, ça veut dire que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Donc l'article 5 de la loi numéro 2019-03 du 1er février 2019 portant code pétrolier reprend ce principe constitutionnel. Principe constitutionnel, notamment l'article 25-1, n'est-ce pas, édicté par la loi constitutionnelle de 2016. Mais vous avez aussi des enjeux donc de souveraineté. C'est-à-dire quand on parle d'enjeux économiques, c'est une question de souveraineté. Si on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, donc le peuple, disons, est souverain relativement à cette propriété. Mais attention, je crois que là aussi, par moment, les gens se trompent un tout petit peu. C'est-à-dire, j'ai parlé de changement de paradigme. Donc, dans le code pétrolier de 1998, on nous a dit que tous les gisements naturels, toutes les ressources naturelles appartiennent à l'État. Donc, on est passé de l'appartenance des ressources naturelles ou des gisements naturels à l'État à leur appartenance au peuple. C'est pourquoi je parle de changement de paradigme, c'est pourquoi je parle de souveraineté. Vous voyez? Et puis, vous avez ce que je pourrais appeler des enjeux aussi des enjeux juridiques. C'est-à-dire, on peut tout mettre là-dedans. Vous savez, l'exploitation du pétrole et du gaz va s'accompagner par moment ou peut s'accompagner avec une expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire que si, par exemple, on exploite le pétrole onshore, donc quand je dis onshore, c'est sur la terre ferme. Vous voyez, on peut, par exemple, sur un site, dire les populations qui habitaient sur tel site, on sera obligé de les déplacer. Donc, quand on les déplace, il va falloir indemniser ces populations-là. Et ça, d'ailleurs, c'est inscrit dans le code pétrolier de 2019. Donc, cet enjeu juridique, en fait, pourrait même être rattaché à l'enjeu économique. Parce que, quoi que l'on dise, le fait de déplacer des populations, c'est porter atteinte aussi à leur droit de propriété. Et les exemples sont légion. Vous savez, la compagnie pétrolière Total
a eu un contentieux comme ça, n'est-ce pas? Une de ses filiales a eu un contentieux en Ouganda, n'est-ce pas? Parce que sa filiale était obligée, n'est-ce pas, avait un projet pétrolier, était obligée de déplacer des populations et il fallait indemniser ces populations-là. Mais justement, les populations ont estimé que l'indemnisation qui a été accordée n'était pas assez conséquente, n'était pas assez suffisante. Donc, vous remarquez en fait, les enjeux sont extrêmement nombreux. Les enjeux sont extrêmement nombreux et il faut, et j'en profite pour le dire, il faut de la transparence dans cette gestion des ressources d'hydrocarbures. Il faut aussi une conception holistique. Quand je dis une conception holistique, en fait, ce n'est pas un secteur qui appartient simplement à des techniciens. Ce n'est pas un secteur qui appartient exclusivement à des juristes. Ce n'est pas un secteur qui appartient simplement à des économistes. C'est un secteur qui appartient à tout le monde. Et il faut agréger les forces. Il faut permettre à tout un chacun, même s'il a une petite connaissance dans ce domaine, de pouvoir intervenir dans ce domaine, de pouvoir donner des orientations, si modestes soient-elles, n'est-ce pas, pour le bien de tous. Vous l'avez évoqué, les enjeux sont nombreux, mais il y a surtout cet enjeu économique-là. Donc, selon vous, comment cet argent-là doit-il être utilisé? Très bien. Écoutez, je vais peut-être vous taquiner un tout petit peu. Quand vous me parlez d'argent, moi, je vais utiliser plutôt l'expression revenu, parce que revenu d'hydrocarbures ou recette d'hydrocarbures, parce que c'est cette expression, en fait, qui est utilisée aussi bien dans le Code pétrolier de 2019, n'est-ce pas, que dans la loi 2022, n'est-ce pas, -09 du 12 avril 2022. En fait, c'est cette loi d'ailleurs qui met en évidence la clé de répartition de ces revenus d'hydrocarbures. Mais cette deuxième question, elle est liée à la première. Si nous partons du fait qu'il y a un changement de paradigme, si on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, donc article 25-1, donc issu de la loi constitutionnelle de 2016. Mais après, ce qui suit, c'est quoi? C'est qu'on nous dit que les ressources sont utilisées pour le bien-être de la population. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cette répartition-là, elle est même reprise plus ou moins au niveau de l'article 5 de la loi 2019-03 du 1er février 2019 portant code pétrolier. Donc, l'article 5 revient encore sur le fait que les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais il appartient à l'État de les gérer, il appartient maintenant à l'État de les valoriser. Vous voyez un peu? Je suis revenu également tout à l'heure. Dans le code pétrolier, je vous ai dit que les compagnies pétrolières doivent publier, n'est-ce pas, les revenus dus à l'État. Mais cet article aussi dit que les revenus, donc les revenus dus à l'État, mais aussi les revenus perçus par l'État. Vous voyez? Et cette publication va se faire comment? Vous savez, chaque année, le comité national ITIE rend des rapports publics. Et donc, c'est dans ces rapports de l'ITIE, du comité national ITIE, qu'on va voir comment la clé de répartition est faite. Mais comme je l'ai dit, c'est une loi de 2022, n'est-ce pas, du 19 avril 2022, qui met en évidence cette clé de répartition. Et grosso modo, voilà comment ces revenus, n'est-ce pas, sont partagés. Ces revenus sont partagés entre le budget général de l'État, vous voyez, ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation. Comprenez? Donc, il y a ce partage qui est fait. C'est-à-dire quoi? On part d'un principe selon lequel les revenus ou les recettes d'hydrocarbures, avant de les partager, il faut les verser dans le budget général de l'État. Vous voyez? Et après, cette répartition se fera. 90% par exemple pour le budget général de l'État et 10% pour le fonds intergénérationnel. Et je vais en profiter pour vous dire ceci. Vous savez, le fonds intergénérationnel,
certainement on reviendra sur ce fonds intergénérationnel, n'est-ce pas? C'est une recommandation légale. Le fonds intergénérationnel est un fonds qui est entièrement ou qui sera entièrement détenu par l'État, mais qui sera géré par le fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique. Vous voyez? Mais son objectif, c'est quoi? C'est que une partie des recettes d'hydrocarbures, n'est-ce pas, va servir à alimenter ce fonds. Le problème, ce n'est pas simplement alimenter le fonds, comme j'ai dit, on reviendra tout à l'heure sur ça, ce n'est pas simplement alimenter le fonds, mais c'est pour permettre, n'est-ce pas, au comité d'investissement du fonds intergénérationnel de faire des investissements dans des secteurs qui sont porteurs. Parce que ce fonds est destiné aux générations futures. Donc vous voyez que même, quand on dit les générations futures, on a un aspect développement durable, ce qui pourrait même être invoqué parmi les enjeux. Donc pour faire simple, c'est que vous avez une loi de 2020 qui met en évidence, n'est-ce pas, la répartition des recettes d'hydrocarbures ou des revenus d'hydrocarbures, donc répartition entre le budget général de l'État, le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation. Et cela nous amène à parler de la répartition de ces ressources-là. Justement, comment le Sénégal pourra-t-il éviter le syndrome hollandais, autrement dit que le développement du secteur des hydrocarbures ne se fasse pas au détriment d'autres secteurs de l'économie? Très bien. Donc je disais tout à l'heure que les questions sont liées. Vous savez, éviter le syndrome hollandais, c'est éviter de baser toutes ses forces sur ses ressources d'hydrocarbures. Mais justement, c'est tout l'intérêt, en réalité, du fonds intergénérationnel. Et peut-être de façon accessoire du fonds de stabilisation. Parce que le fonds de stabilisation est là pour éviter ce qu'on appelle la volatilité des ressources d'hydrocarbures. Donc, comme je l'ai dit, le fonds intergénérationnel, qui sera géré par le fonds 6, va être constitué d'une partie, excusez-moi, des recettes d'hydrocarbures, mais il ne suffit pas simplement. Donc, en fait, c'est une épargne au profit des générations futures. Mais il ne suffit pas simplement d'épargner. Il faut certes épargner, mais faire des investissements dans des secteurs prioritaires. C'est-à-dire que ceux qui seront, le fonds 6 qui sera chargé de gérer le fonds intergénérationnel, n'est-ce pas, va lui investir cet argent reçu dans des secteurs prioritaires. Vous voyez? Et puis aussi, dans cette loi de 2022, il est dit qu'on va instituer un principe d'équilibre budgétaire. Parce que comme je l'ai dit, le fonds de stabilisation, il sert à ça. Vous savez, le fonds de stabilisation, il va recueillir des recettes. C'est-à-dire, vous savez, chaque année, on fait obligation au ministre en charge des hydrocarbures, n'est-ce pas, de faire des prévisions de recettes. Par exemple, dire pour l'année 2023, c'est juste un exemple qu'on donne, les ressources pétrolières vont donner tant. Vous voyez? Donc, il y a une prévision des recettes qu'on fait, mais il y a les recettes effectivement perçues. Il y a la prévision, il y a ce qu'on perçoit effectivement. Mais maintenant, c'est cette différence-là, c'est ce surplus-là qu'on va prélever, qu'on va prendre et le mettre dans le fonds de stabilisation. De sorte que demain, s'il y a des difficultés dans un secteur bien déterminé de l'État, on va prendre sur ce fonds de stabilisation pour injecter dans le budget général de l'État et permettre maintenant à l'État de faire face à certaines difficultés. Donc voilà, grosso modo, en tout cas, de façon sur le plan juridique, ce qui est prévu. Mais maintenant là, je laisse vraiment la question aux spécialistes des finances publiques, aux techniciens, de voir comment, n'est-ce pas, gérer cette question. Après avoir évoqué tous ces enjeux, pensez-vous que le Sénégal est-il prêt à faire face aux défis de cette nouvelle manne financière qui peut alimenter la corruption? Oui, absolument. Le Sénégal est prêt. C'est tout l'intérêt de ce qu'on disait, le fonds de stabilisation, le fonds intergénérationnel. Et je rappelle une chose, c'est que la gestion des revenus d'hydrocarbures doit se faire en respectant un principe de transparence. Et vous allez me dire maintenant, comment est-ce que cette transparence
va se matérialiser. Je vous disais tout à l'heure que les revenus qui sont dus à l'État, les revenus qui sont perçus par l'État, doivent faire l'objet d'une publication. Donc c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas, de la transparence. Publier ce que vous payez, merci. Très bien. Publier ce que vous payez. Même, c'est un principe aussi qui vaut aussi dans le secteur minier aussi. Très bien. Alors, donc, il y a cette transparence-là d'ailleurs. Vous voyez? Mais, dans la loi de 2022, qui met en évidence les modalités de répartition des recettes d'hydrocarbures, vous avez en fait 3 acteurs qui vont intervenir. Si vous me dites pour éviter la corruption, 3 acteurs qui peuvent intervenir. D'abord, les corps de contrôle de l'État, la Cour des comptes. La Cour des comptes contrôle le fonds intergénérationnel, ou va contrôler le fonds intergénérationnel. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore une loi qui a mis en place ce fonds intergénérationnel. Vous voyez, la Cour des comptes intervient. Le ministre en charge des hydrocarbures, il a la possibilité de désigner des auditeurs indépendants pour contrôler les comptes provisionnels de ce fonds intergénérationnel. Et enfin, vous savez, les comptes provisionnels de ces fonds intergénérationnels sont transmis à l'Assemblée nationale. Donc, il y a quand même, en tout cas, du point de vue des textes, il y a quand même des choses qui sont prévues. On doit faire de la transparence. Donc, c'est ça, certainement, qui va éviter la corruption. Et puis, au-delà de ça, évidemment, vous avez des institutions qui luttent contre la corruption, telles que l'OFNAC. Il y a eu également beaucoup de polémiques autour des contrats pétroliers et gaziers. Quel est votre point de vue là-dessus? Très bien. Alors, est-ce que si vous me permettez d'abord de faire une précision? C'est qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de changement de paradigme. Aujourd'hui, dans le Code pétrolier de 2019, nous avons 2 catégories de contrats pétroliers qui sont prévus. D'une part, il y a ce qu'on appelle les contrats de service et d'autre part, le contrat de partage de production. Ça, c'est pour l'aspect purement, strictement pédagogique. Deuxième précision. On a connu, en tout cas au niveau de la presse, on a entendu parler de corruption dans le secteur des hydrocarbures. L'affaire Petro-Tim est là, l'affaire Petronor, tout récemment, est là. Vous voyez? Et comme je vous l'ai dit aussi, j'ai parlé au début de l'interview des enjeux politiques. Certains hommes politiques ont dénoncé, à tort ou à raison, j'en sais absolument rien, parce que je préfère me prononcer en ayant à ma disposition des éléments d'ordre factuel, n'est-ce pas? Ils ont parlé de corruption. Au-delà, je pense qu'il y a quand même un aspect qu'on pourrait véritablement retenir. Quels sont véritablement les aspects strictement juridiques, n'est-ce pas, qui ressort de ces affaires supposées de corruption, etc. et tout. Vous voyez un peu? Et quand je dis des aspects strictement juridiques, ça veut dire quoi? J'ai eu par moments l'impression que l'aspect politique ou l'aspect médiatique l'a emporté sur l'aspect strictement juridique. Et quand je parle d'aspect strictement juridique, je pense par exemple au fait que dans la loi de 1998 portant code pétrolier, on n'avait pas prévu ce qu'on appelle aujourd'hui les conditions techniques et financières. Vous savez, il y a eu une polémique autour de l'octroi d'un permis à Franck Timis en disant, mais il n'avait pas véritablement les capacités techniques et les capacités financières. Mais si on veut être orthodoxe dans le raisonnement juridique, ce n'est pas pour donner tort ou raison à quelqu'un. Je dis si on veut être orthodoxe. Nulle part dans la loi de 1998, il n'était spécifié c'est quoi les conditions techniques et financières. Donc, est-ce
on peut incriminer quelqu'un sur la base de dispositions qui n'étaient pas prévues. Ça, c'est un. Maintenant, si on veut aussi être orthodoxe, le juriste peut vous dire que ce n'est pas parce qu'une loi n'a pas prévu telle chose que la chose n'existe pas. Parce que le secteur des hydrocarbures est un secteur où il y a une éclosion de ce qu'on appelle la pratique, où il y a une éclosion de ce qu'on appelle les usages. D'ailleurs, quand vous prenez l'exposé des motifs de la loi 2019-03 du 1er février 2019 portant un code pétrolier, on vous dit que le Sénégal s'inspire des meilleures pratiques internationales. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis, sur le plan juridique, on peut trouver à dire. On peut trouver à dire. Revenons maintenant sur les conditions techniques et financières. Je dois me féliciter d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, donc depuis 2019, depuis la loi 2019-03 du 1er février 2019 portant un code pétrolier, on a quand même spécifié qu'on ne peut pas octroyer une autorisation de prospection ou bien une autorisation d'exploration ou bien une autorisation d'exploitation à une compagnie pétrolière ou gazière si elle n'a pas les capacités techniques et financières. Maintenant, c'est dans le décret 2020, portant application de ce code pétrolier de 2019 que le législateur a pris le soin de dire qu'est-ce qu'il faut entendre par capacité technique, qu'est-ce qu'il faut entendre par capacité financière. Un exemple, quand on dit les capacités financières, ça veut dire que l'entreprise doit être solvable. Vous voyez, quand on parle de capacité financière. Quand on parle de capacité technique, ça veut dire que l'entreprise à qui on donne une autorisation de prospection ou bien une autorisation d'exploration ou d'exploitation, cette entreprise doit quand même avoir l'habitude de gérer ce genre de projet, doit avoir l'habitude, par exemple, de prospecter, d'explorer ou bien d'exploiter. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, vous voyez, on a peut-être été plus ou moins noyé par l'aspect politique, mais il y a quand même beaucoup d'éléments juridiques à régler relativement à ces questions-là. Je prendrai deux autres exemples. Ce qu'on appelle les liens capitalistiques entre les sociétés. Vous voyez, les liens capitalistiques entre les sociétés, c'est ce qu'on appelle les groupes de sociétés. Vous voyez, la société mère, la filiale, et puis aussi un autre aspect, c'est-à-dire possibilité pour un dirigeant, en l'occurrence un gérant, de conclure un contrat de travail avec la société qu'il a embauchée. Donc il y a énormément de questions juridiques pour moi qui ont plus ou moins été élaguées au profit des questions purement politiques. Je l'ai évoqué lors de la présentation, vous êtes également le directeur du Crédila. Parlez-nous un peu de ce centre-là. Écoutez, vous savez, je vous remercie. Vous savez, le Crédila, c'est un centre de recherche, d'études, de documentation sur les institutions et les législations africaines. Je vais certainement vous surprendre en vous disant que c'est sinon le plus vieux centre, n'est-ce pas, de recherche en Afrique, puisqu'il date de 1960. Vous voyez? Et comme je l'ai dit à certains de vos collègues, au départ, l'objectif qui était recherché, c'est quoi? C'est de pouvoir réunir la législation africaine dans ce centre-là. Il y a ces activités et qui fait aujourd'hui dans la publication d'ouvrages, qui fait aussi aujourd'hui dans la publication de revues. Voilà, donc c'est grosso modo, c'est ça que je peux vous dire par rapport au Crédila. Et puis, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est un centre qui intéresse tous les chercheurs parce que chaque année, on reçoit des chercheurs qui nous viennent du Burkina, du Cameroun, du Mali, voilà, d'un peu partout en tout cas, qui viennent passer un séjour de recherche dans ce centre-là. Écoutez, c'est à moi de vous remercier, de vous être déplacé pour venir nous voir dans notre salle de lecture.
Voilà, donc je vous demanderai de transmettre mes félicitations et mes remerciements au Dr Fall. Merci. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes de Chrono Actu, ça n'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission, l'invité du week-end. Et nous avions le plaisir de recevoir Monsieur Patrice Samuel Aristide Badji. Il est maître de conférences agrégé des facultés de droit. Il est également le directeur du Crédila, auteur de plusieurs ouvrages dont le plus récent s'intitule Droit sénégalais des hydrocarbures, pétrole et gaz. Merci à lui, merci également à vous. Merci à lui, merci également à vous. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. Votre fidélité, notre fierté.